Et donc là le gars il dit ok mais pas avec de la kryptonite. Bonsoir et soyez les bienvenus dans ce tout nouveau numéro de Comics Outcast, le podcast qui vous parle de bandes dessinées américaines et de leurs univers. Nous sommes le vendredi 7 novembre et comme à chaque rendez-vous on va discuter dans la détente des publications récentes. On n'a pas peur de se moquer, on n'hésite pas à juger, mais on tente de rester un poil sérieux parce que ça fait bien. J'ai fait appel à des chroniqueurs emplis de passion, de savoir et de mauvaise foi, mais ça n'a pas suffi à invoquer Captain Planet. Il paraît que ce ne sont pas les bons ingrédients. À la place ils ont eu moi. Avec moi, Daniel. Salut. Adrien. Yo. Et Joe. Hey. Bonsoir à tous. Bonsoir. Alors, Daniel, qu'est-ce que tu lis en ce moment? Eh bien, en ce moment, je lis Wonder Woman Unbound, qui est une bio non autorisée de Wonder Woman, l'histoire de sa vie. Et qui parle de Qui parle féminisme aussi, de cette super-héroïne qui hante mes rêves les plus fous depuis que je suis né. C'est bien. Parfait, C'est bien ou pas? C'est super. Ah d'accord. Parfait, gros pervers. Joe, qu'est-ce que tu lis en ce moment? Qu'est-ce que tu regardes? Ouais voilà, parce qu'en ce moment je lis pas des masses de trucs, à part ce qu'on me demande de lire pour Comics Outcast, mais j'ai vu hier soir un reportage qui s'appelle Turtle Power, qui est un reportage sur l'origine des Tortues Ninja et comment les mecs ont créé le comic books, et c'était mortel, je le recommande à tout le monde. Du coup, Ça t'as doit vu le parler de film, drogue. Non, ça parle pas vraiment de drogue, mais ça parle d'une belle histoire d'amitié, franchement c'est très 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 Et bien. du coup, t'as vu le film ou pas? Non, absolument pas, je Tu refuses. suis pas spécialement pressé. D'accord. Voilà. On en parlera peut-être un jour, non? On verra, Non, on non, je sait pense qu'on a pas, pas. on Non, sait non, pas. non. Et Adrien, toi, t'es sur quoi là en ce moment? Je suis sur ta mère, pardon. Oh, Moi en ce wow. moment je suis en train de lire le Dico et Putain. c'est vraiment cool, j'en suis au chapitre 3 pour le moment. La lettre C. Faut s'accrocher mais ça vaut le coup. T'apprends des trucs, ça va. Alors, gros programme ce soir. On va vous parler, de Batgirl, de The Wicked and the Divine, de Moon Knight en ce qui concerne les comics. Gaylor l'Irlandais nous parlera de Paul Pope. On passera en revue les grosses annonces de cinéma Marvel et DC qu'on attend tous. Et on parlera enfin du grand retour des super-héroïnes ces derniers temps. Je vous rappelle que vous pouvez participer à la discussion sur Twitter avec le podcast. Non, mais purée. Le hashtag, Avec le hashtag, merci. Comics Outcast sur Twitter, donc comme j'ai dit. Est-ce que tout le monde est prêt? Oui. On est parti. Ouais. Comics Outcast numéro 5, c'est parti. Ok, vous pourrissez mes jingles, c'est un truc de malade, mais c'est pas grave. On va commencer tout de suite donc avec les revues. C'est Daniel qui va nous présenter Batgirl. Alors, Batgirl. Donc, You've been a bad Alors, est-ce que tu peux girl. rapidement nous représenter pourquoi on parle de Batgirl? Là, on va parler des numéros 33, 34 et 35. alors, j'ai décidé que non. Ok. Non, en gros, je veux dire pourquoi est-ce J'ai décidé qu'on parlait on que fait du pas les numéro premiers. 35. Voilà, Alors- pourquoi est-ce qu'on fait pas les premiers? Alors, pourquoi? Parce que bon, Batgirl a été relancée comme tous les titres d'ici. Ouais. Et donc elle était Oracle avant et depuis le relaunch, bah maintenant elle est. Attends, elle était au quoi? Elle était Oracle. Oracle. Ah oui, d'accord, pardon. Oracle. Oracle. Et depuis maintenant elle a retrouvé la faculté de marcher et donc elle est redevenue Batgirl depuis 34 numéros. D'accord. Donc, on parle du de reboot quel New personnage, 52, hein, c'est ça Là parle-t-on c'est le reboot New 52. D'accord, ok. Et là c'est ce qu'on appelle un soft reboot, c'est-à-dire qu'ils font comme si tout le truc avant n'a pas existé vraiment et du coup ça relaunch cool quoi, c'est un bon Donc c'est nouvel auteur, c'est un jumping point idéal nouvel pour auteur, les nouveau dessinateur. nouvel auteur, nouveau dessinateur, nouvelles intentions. Ok. Et pourquoi on va pas parler des anciens? Parce qu'en fait c'est pas génial. Non, non. C'est devenu. Moi, je tiens à dire quand même que Joe. c'est devenu pas génial. Au tout début du reboot, c'était pas trop mal. Et puis Oui, c'est devenu et à puis c'est chier devenu un petit peu à petit. nul et lui ont rajouté des post-traumatiques, c'est naze. Ça, ils ont surtout choisi un Et dessinateur. pourtant, Gail Simone, parfois j'aime bien son taf, mais là c'était vraiment pas génial. Et donc là il y a toute une nouvelle équipe qui Ouais. est un peu trustée par le génial Cameron Stewart, Ouais. qu'on a vu avec Grant Morrison sur Batman. Ouais. Et en fait là il ne fait que les breakdowns, c'est-à-dire il fait le layout de l'histoire, il écrit l'histoire mais il fait aussi le layout de l'histoire. Et c'est Barbara Tars qui dessine, c'est une femme, je dirais, héritière un peu de l'esprit des blocs BD, tu vois. D'accord. Et c'est genre, il a vraiment un très très moderne, très raffiné. Et moi, ça me plaît vraiment, graphiquement, c'est vraiment super beau. Et pourquoi soft reboot? C'est parce que Batgirl est un peu traitée comme une adolescente, une post-ado, quoi. Ouais. C'est-à-dire, elle boit de la bière, elle a une gueule de bois, elle se tape des mecs. Un moment, est-ce on laisse sous-entendre même qu'elle a 21 ans ou 22 ans maximum. Ouais, elle quoi. a 20 piges, quoi. Ouais, donc est-ce qu'on peut juste resituer le personnage de Batgirl? C'est qui dans l'univers de c'est DC? Barbara Gordon, Ouais. c'est la fille de James Gordon. D'accord. Et, Le commissaire Gordon. et donc elle a été handicapée
handicapée pendant des années et maintenant elle est redevenue une super-héroïne à plein temps. Ce qui est marrant, c'est que voilà, pendant des années, ça a été Oracle, donc à l'époque où elle avait 12 ans. Maintenant qu'elle a 21 ans, elle peut redevenir Batgirl. Faut pas chercher J'aime la tellement logique. ça. Bah oui, évidemment. Alors, je sais que j'ai parlé à des fans de Batgirl qui, eux, ils étaient fans de l'ancienne Batgirl, très sérieuse, très détective et tout ça. Et ils ne sont pas du tout clients de ça. Ils me disent ouais, moi la génération Snapchat, la génération tout ça, moi ça me parle pas du tout. Et je peux comprendre ça, mais moi en tout cas en tant que lecteur, c'est vraiment ce que j'ai envie de lire. Je trouve que c'est très frais, ça apporte vraiment un angle différent. C'est une des rares fois que New 52 apporte vraiment quelque chose qu'on pouvait pas faire avant avec le personnage tel qu'il était dans l'ancien monde d'ici quoi. Parce qu'il faut parler de la couverture qu'on vous postera certainement. On voit quand même Batgirl donc dans son nouvel attirail devant un miroir avec son smartphone qui prend une photo d'elle-même. Donc ça te donne la couleur directe. Ça te donne tu décides de pas dire modernité. selfie du coup. Ah, selfie, oui. Je dis pas du mot. Elle prend une photo d'elle-même. Oh là là, oui, je parle français. Et non seulement elle prend un selfie, mais toute l'histoire tourne autour du revenge porn, qui est vraiment une histoire vraiment très nouvelle. Enfin, c'est un truc qu'on n'a pas du tout, que Batman n'aurait pas. Sans doute pas traité. Il y a vraiment des idées originales, d'idées qui arrivent avec cette meuf post-ado qui vit dans un dorm avec d'autres meufs étudiantes, et c'est vraiment très très frais. Et C'est même pas un dorm, c'est une coloc. Ouais, c'est une coloc. Coloc étudiante quoi. Adrien, t'en as pensé quoi toi tu veux parler de ce qui se passe avant ou pas d'avant le... Je peux évoquer ce qui se passe avant. Parce que c'est Rapidement. Non, mais du coup, rapidement, quoi. enfin voilà, pour la science, j'ai lu ce qui se passait avant ce soft reboot. On a En es-tu sorti grandi? Alors non, pas du tout. Malheureusement. Non, on voit une Barbara Gordon qui fait une Batgirl un peu méchante, un peu perturbée, qui sait plus trop ce qu'elle fait. Elle est En perte de repère. Ah, exactement. Et puis il y a une espèce de vieux L-Team avec d'autres héros un peu pourraves. Avec Black Canary et The Huntress. Arrêtez, c'est pas pour Rave, c'est les Birds of Prey quoi, c'est cool. Non mais bon voilà, Mais c'est des comics nuls. C'est nul, elle est moche, c'est super moche, enfin c'est très très c'est mal dessiné. ultra laid. Elle est censée être sexy, c'est pas du tout le cas. Aïe, aïe. Elle prend des poses pas possibles tout le temps, c'est ignoble. Et le numéro 35 alors, est-ce que tu l'as kiffé? Et voilà, et donc ah oui, quand même, je voulais quand même le dire, c'est que dans le 33, elle se bat contre un méchant, bon qui est peut-être un peu gentil, je sais pas quoi, mais le mec s'appelle Michel Drucker. Oui, Oui, exactement, mais carrément Tout vient Michel cette référence de Drucker. merde. Voilà. Exact. Il fallait le dire. Oui. Et voilà, et donc en fait, le gros plot twist de ouf à la fin du 34 pour mener à ce soft reboot, c'est que elle déménage. Oh. À ce moment-là, Voilà. Et Faut donc tout refaire. c'est ça, genre c'est ça le gros reveal de fin, c'est qu'elle va voir sa coloc, elle lui dit Micheline, je déménage. Et donc elle se casse pour une sorte d'équivalent de Williamsburg, enfin qui est le coin des Hipster, hipsters de New York. Oh là là, comment vous l'avez dit en unisson, c'était trop beau. Ouais. Voilà, non mais clairement, genre on lui parle de fixie, il y a plein de salons de tatouage, elle va à un espèce de Starbucks se prendre du soy latte. Oui, voilà, avec, clairement, complètement. Non mais clairement, en fait le truc c'est que ils l'ont placé dans un contexte qui est ultra 2014 quoi. Et voilà, et donc clairement tout l'intrigue de ce numéro 35 est tourné autour des réseaux sociaux, de l'anonymat, de droit de protection de la vie privée, des plans cul. Elle a genre dans une soirée il y a deux couples homo, sa coloc est bi. Elle pécho. Et elle pécho de ouf, elle se tape une gueule de bois de ouf, après avoir couru après un méchant, elle dégueule dans la poubelle. Enfin, je veux dire, c'est la femme d'aujourd'hui. Voilà, il la place en 2014. Et c'est beau, enfin c'est vraiment bien, c'est vraiment chouette, il y a beaucoup d'action, l'intrigue est chouette, elle est moderne. Ouais. Moi ça m'a beaucoup plu. Joe, qu'est-ce que t'en as à dire? Eh ben écoute, moi je trouvais ça... alors les numéros 33-34, je les ai trouvés à chier par la pine, si je puis m'exprimer ainsi. Alors que j'avais commencé, au début des New 52, j'avais commencé à lire Batgirl, j'avais trouvé ça pas mal, puis je m'étais arrêté parce que je trouvais ça un peu chiant, mais je pensais pas que c'était devenu aussi pourri. Et ce numéro 35, alors je vais être un tout
petit peu moins enthousiaste que mes collègues. J'ai trouvé ça vraiment pas mal. Effectivement, le dessin me plaît bien. Pour l'instant, je trouve que ça manque un petit peu de girl action, je trouve. Et surtout, j'ai l'impression que c'est quand même DC qui rattrape le train de Marvel en marche un petit peu, en essayant effectivement de faire un comics hyper hyper actuel, hyper c'est une version, t'as raison, c'est une version très Hawkeye de. Ouais. C'est une version très Hawkeye de Batgirl. Finalement, ça m'a un peu évoqué quand on a parlé déjà ici de la nouvelle Captain Marvel, de She-Hulk, un petit peu. C'est vraiment dans cette mouvance-là. La vie de tous les jours. Voilà, la vie de tous les jours des super-héros. Et c'est cool en soi. J'ai juste peur que ça s'essouffle un peu, et je trouve ça un peu dommage que DC marche autant sur le même terrain que Marvel à ce niveau-là, tout en perdant du coup un petit peu de personnalité. Après, je trouve qu'on y gagne vraiment en termes de Batgirl. C'est-à-dire le personnage. Batgirl n'avait rien à perdre. C'est vrai. Non mais moi, j'aimais bien. C'est pour ça que j'attends. Voilà, j'aimais bien quand elle était en Oracle, effectivement, et j'attends de voir ce que ça va donner sur le long terme. Pour le moment, j'ai trouvé ça cool, mais c'est qu'un seul numéro. Finalement, quand on parle de découverte, on a souvent les 3 premiers numéros d'un truc. Là, on est vraiment sur le relaunch du truc, donc j'attends vraiment de voir ce que ça va donner par la suite. J'étais un peu désolé de la situation de vous avoir fait lire les deux autres, parce que je me disais que justement les deux précédents lanceraient le 3, enfin le dernier quoi, le 35, et en fait c'est pas le cas. Enfin, il y a une espèce de rupture au milieu au niveau de l'histoire, et c'est la qualité est vraiment différente. C'est pas comme avec Thor, c'est pas comme avec je sais pas que l'autre bande dessinée on a parlé, mais là la rupture est trop grande en fait. C'est pas le même public, c'est pas du tout la même optique. Là le numéro 35 est vraiment un numéro d'intention de ce qu'ils veulent faire avec ce personnage, et honnêtement je comprends que ça puisse ne pas parler aux gens, que Snapchat et le revenge porn ça parle pas à tout le monde, mais moi je trouve que c'est plutôt des sujets d'actualité qui méritent d'être traités, et je suis prêt à voir Batgirl moins fut qu'avant, mais avec ces sujets-là. Bah moi, au contraire, je l'ai trouvé vachement plus maline. En fait, parce qu'elle est censée être ultra balèze en ordinateur. Et manifestement, elle est plus forte en ordinateur là qu'avant. Parce qu'il y a un moment, elle dit genre, ouais, je t'ai craqué ta base de données, machin. Enfin, c'est ultra pas crédible. Oui. Alors que là, on parle de technologie, et mine de rien, elle a l'air plus calée. Oui, effectivement, le méchant qui ressemble à Riff Raff, le méchant qui ressemble à Riff Raff à la fin du numéro, elle lui a craqué son système et tout, et c'est effectivement assez crédible. Mais on dirait plus une petite hackeuse qu'autre chose, quoi. Voilà, du coup. Oui, mais vu son âge, c'est crédible, et ok. Le personnage. Daniel, on passe à la suite. C'est pas Sophie d'Inspecteur Gadget. Non, mais et on finira là-dessus. Voilà. On va passer au deuxième titre que de Joe va nous présenter. Excusez-moi, j'ai très mal. C'est parti pour Wicked and Divine. The Wicked and Divine. The Wicked and the Divine. Voilà, qui nous a été suggéré par 200 Kiss. Merci Paul. 200 Kiss. Merci 200 Kiss. On t'en fait 200 des Kiss justement. Wow. Je suis tellement désolé pour cette blague. Je me mets alerte au Google. Non, alerte au Google. Je comprends pourquoi il y a des fangirls qui l'attendent à la sortie du boulot. Il y a personne. Donc ouais. C'est mieux d'avoir 200 kistes, tu vois, par exemple. Ouais, bon, ouais. Allez. On voit pas Adrien, mais il rigole. The Wicked and the Divine, c'est un comic book creator owned chez Image. Donc creator owned, ça veut dire que l'auteur de ce comic book possède tous les droits des personnages qu'il crée, ce qui est plutôt cool. C'est écrit par Kieran Gillian. Alors lui, vous le connaissez peut-être si vous avez lu Phonogram, ou si vous avez vu Doctor Who. Je ne sais pas pourquoi il a Karen Gillan. Oh là là. Alright. Il a fait Journey into Mystery. Journey into Mystery récemment, très bien. Qui était plutôt cool, effectivement. Il fait Iron Man en ce moment, et il a fait les Young Avengers aussi. Et il a fait surtout son must de ces dernières années, c'est sa version de Young Avengers. Ouais, et je me disais que je reconnaissais le dessin, oui, effectivement. Et c'est la même équipe, c'est la même équipe que Young Avengers. Et Phonogram, c'est ce qui l'a fait connaître chez Image, qui a été publié de 2006 à 2008, dont on attend toujours la suite d'ailleurs, mais en fait The Wicked and the Divine, ça se pose un petit peu comme une suite spirituelle de Phonogram. En tout cas, si vous avez lu, vous serez complètement en terrain connu, et alors sauf que qu'est-ce qui se passe-t-il ? Alors je vais parler de Wicked and the Divine, Wick Div, si vous êtes hip un petit peu, vous pouvez dire comme ça. Je vous résume vite fait. Tous les 90 ans, 12 divinités sont réincarnées sur Terre sous la forme de jeunes et belles personnes. Alors ça arrive à nouveau en 2014. Ouais. Évidemment, comme on est en 2014, les divinités qui sont ressuscitées vont être un peu des pop stars, des rock stars, vont être adulées par toute la jeunesse paumée du Londres d'en bas. Oui, ça se passe à Londres. Je pense que ça se passe à Londres, exactement. Et quand
quand je parle de jeunesse complètement possédée par ces divinités, c'est parce qu'on va effectivement suivre le destin d'une d'entre elles particulièrement, qui s'appelle Laura, qui est donc une ado anglaise, qui est fan des divinités, et quand elle se rend à un concert, elle va devenir le témoin et la clé d'événements qui vont être reliés aux divinités. En gros, Lucifer qui me parle effectivement, parce que je dirais une sorte de David Bowie, Annie Lennox, 1976, période Thin White Duke, c'est parfait, ça marche pour moi, est accusé d'avoir tué un juge en claquant des doigts. C'est-à-dire que à la sortie d'un de leurs concerts, les divinités qui évidemment ne font pas l'unanimité sur Terre, puisqu'il y a plein de gens qui les détestent, qui disent que c'est des fraudes et tout ça. Donc il y a deux mecs qui essayent de les buter, elle claque des doigts, elle leur fait exploser la tête, elle finit au tribunal, et en faisant semblant de claquer des doigts pour tuer quelqu'un, la tête du juge va effectivement exploser, et là elle est complètement accusée de meurtre. Mais c'est pas moi. Et du coup on va suivre, en tout cas pendant ces 3 premiers numéros, Laura qui va tenter de lui venir en aide et trouver qui est une fangirl, qui est une fangirl, voilà, et qui va tenter de venir en aide à sa star préférée en allant prouver son innocence. Elle va donc faire connaissance avec toutes les autres divinités pour essayer de voir qui aurait pu la piéger. Et sur les 3 premiers numéros, voilà, on en est là. D'accord, c'est vrai que l'histoire n'est pas tout à fait mise en place à la fin des 3. Je suis assez curieux, je crois qu'il y en a 6 qui sont sortis aujourd'hui. Faut lire le premier TPB, c'est les 6 premiers numéros. Et là tu comprends tout. D'accord. Et c'est alors une fois que je vous ai parlé de l'histoire, je peux vous dire que j'ai trouvé ça vraiment très très bien. Déjà j'aime beaucoup le trait du dessinateur, je sais plus comment il s'appelle. Ah oui, Jamie McKelvey. Voilà, qui est vraiment un mec, ça me plaît beaucoup, c'est des lignes très claires, avec des grands aplats de couleurs, assez pop effectivement. Ouais. Ça convient parfaitement au ton de l'histoire. C'est vraiment le genre de comic book qui peut vous plaire si vous êtes fan de pop music et de rock music. Oui, il y a vraiment de références. Parce qu'il y a énormément de références, et même au-delà des références. En fait, l'auteur à la base est critique musical. Il a bossé critique de jeux vidéo également. Donc tu sens qu'il a un background sur la pop culture qui est assez présent. En même temps, il doit être fan de mecs un peu tordus, genre David Lynch et tout ça, parce qu'il blinde son histoire et son récit de petites références dont tu sais qu'elles vont revenir beaucoup plus tard. C'est un gros fan de Bowie lui-même. Ça, je suis il y a un personnage, c'est sa parodie pure, complètement. Et donc j'ai trouvé ça très bien pour toutes ces raisons-là, et puis aussi pour les thèmes abordés de la divinité, la célébrité mise en exergue par les personnages des dieux. J'ai trouvé ça vraiment cool. Il y a plein de personnages hauts en couleur qui apparaissent au fil du récit, et je pense qu'on les a pas encore tous découverts. Donc ça va vraiment s'améliorer encore au fil du temps. Et moi je commence à m'attacher un petit peu à la petite Laura. Enfin je me revois un peu quand j'étais ado, que j'étais un peu goth et fan de Marilyn Manson, et en fait quand tu lis ce qui lui arrive à elle, tu te dis ok, si à 16 ans Marilyn Manson avait été accusé devant moi de meurtre et que j'avais dû l'aider à s'en sortir, je veux dire, c'est comme Batman avec Bart avec Krusty le Clown, si tu veux. J'aurais tout fait pour essayer de faire en sorte que ça devienne mon pote et que je lui évite la prison. Du coup je me reconnais dans le récit, et j'ai kiffé. Voilà. Non, pas Daniel, Joe. Non, c'est moi qui. Je suis désolé. Peut-être Adrien. Ouais. J'ai beaucoup aimé aussi l'artwork, en fait. Enfin, le dessin, les couleurs sont vraiment ouf. Le scénar, j'ai très vite été emballé. Le premier numéro est grandiose pour ça, parce que t'en sais peu, mais t'es content. Ouais. C'est-à-dire que tu comprends pas où ça va, mais t'es accroché dans le truc, et Lucie, donc le personnage, enfin le dieu personnage qu'on suit, quoi. Voilà, c'est ça, de Lucifer. Lucifer. Qu'on suit, qui fait en fait la visite un peu à Laura. Du coup, en fait, elle fait la visite à nous. Et enfin, c'est assez bien foutu, dans le sens où on est introduit dans l'univers au même titre que le protagoniste principal. Et du coup, c'est vraiment bien introduit. Par contre, à la manière de beaucoup de comics chez Image Comics, ça met longtemps à se mettre en place en termes de scénario, et au bout d'un moment, moi, au bout du 3e, où je comprends pas grand chose à ce qui se passe, je suis un peu frustré, parce qu'on en dit beaucoup dans les premiers numéros, et tu sens que l'intrigue est encore plus complexe que ça. Il y a plein de name dropping. Il y a énormément de name dropping, etc. Et voilà, au bout d'un moment, j'étais un peu perdu. Et ça m'a un peu frustré, mais bon voilà, alors, je vais continuer, mais c'est vrai que là je suis un peu à ma limite, quoi. D'accord. Daniel ? Alors moi j'ai lu le premier TPB. Donc les 6 premiers numéros. Ouais, et vraiment il y a une grande satisfaction, car tu commences à voir les choses qui se mettent en place, et j'ai pris un grand plaisir à le relire en fait. Et moi j'adore, je trouve que c'est vraiment un comics qui se dessine avant tout
Je dis ça se destine aux gens qui aiment pas forcément les comics, c'est-à-dire le public, disons, qui écoute du rock, les mecs qui prennent de la drogue. Tu vois, si vous prenez de la drogue, vous avez kiffé. Non, mais vraiment, c'est vraiment une. Ça s'adresse aux gens qui sont pas spontanément. C'est pas tout ce qui est culture underground. C'est pas un comics de super-héros. Il y a c'est vraiment, enfin, il y a plein de comics avec des divinités dans le monde. Enfin, il y a Hercule, il y a Thor et tout ça. Et ça, c'est une manière vraiment très particulière de les aborder parce qu'ils sont tous adolescents. Ils sont tous post-ados. Et je trouve que Kieron Gillen a vraiment un talent fou pour tout ce qui est le post-adolescent, les troubles. Mais les d'ailleurs, troubles il suffit de lire, je sais pas si tu as ça dans le TPB, mais si vous avez l'occasion de les lire en floppy, à la fin, il y a les afterwords à chaque fin de numéro par l'auteur. Et dans ces textes, tu comprends que le mec, lui, ça a été un ado traumatisé par la pop musique. Tu comprends Picky Picole. Ouais, voilà, tu comprends que c'est un mec qui a en tout cas traversé des périodes pas très cool dans sa vie. Il en parle super bien. Il met ça en relation avec les albums qu'il écoutait à cette époque-là, et tu fais ensuite un transfert avec ce qu'il a écrit dans le comic books, et ça marche vraiment. C'est-à-dire, je vous conseille de lire ce qu'il met parce qu'on prend pas toujours le temps de lire les mots de l'auteur à la fin, mais là, ça t'aide à avoir encore une meilleure compréhension du comics qu'il a tenté d'écrire. Et ce qu'il fait aussi, c'est qu'il est très actif sur Internet, sur Twitter. Il publie sur Tumblr #WeekDiv. Il publie sur Tumblr toutes ces listes audio qui lui sert à écrire ses comics. Ouais. C'est vraiment un mec qui est très très branché musique, beaucoup plus que moi. Enfin, je suis content que ce soit Joe qui en ait parlé parce que le Joe a une grande carrière musicale. Non, on ne balance pas. Et non, et vraiment, c'est un mec qui en impose. Moi, j'adore Kieron Gillen et je trouve qu'il écrit toujours des choses avec un sens. Je conseille vraiment toujours de relire ses Journey into Mystery qui sont vraiment fabuleux sur l'histoire de Loki jeune en gamin. C'est vraiment un mec qui comprend exactement ce que c'est que l'adolescence. Parfait. Okay. On va passer au troisième titre de la revue. C'est Adrien qui va nous présenter The Moon Knight. Donc pareil, numéro 1, 2, 3 pour cette série-là. Tout à fait. Alors Joe et Daniel ont eu le droit aux comics de post-ado et j'ai eu le droit aux trucs d'adulte. Ça en dit long. Alors, qu'est-ce que j'ai lu en lisant Moon Knight ? J'ai découvert chez Marvel un héros que je ne connaissais pas. Après, j'ai su qu'il avait un succès d'estime chez pas mal de fanboys, mais que ça n'a jamais été un grand lead parmi Marvel, et que à chaque fois qu'on tente de l'utiliser, ça se casse un peu la gueule. Là, c'est donc une nouvelle version de ce personnage-là, et je m'attendais à une origin story, et c'est pas du tout le cas. On est très très vite mis dans le bain, avec 3 lignes en page 2, et c'est parti. En gros, on nous dit Moon Knight, c'est un mercenaire, il est mort en Égypte, il a été ressuscité par un dieu de la lune, en gros, et depuis, c'est un justicier en rédemption, devenu fou, qui a des troubles de la personnalité, et c'est parti. Et voilà, on te met direct dedans. Et on y va. Et donc, on découvre un Moon Knight, c'est-à-dire un justicier qui a l'air riche dans sa limousine blanche, habillé tout en blanc, avec les jambes croisées, complètement mégalomane, et qui utilise les technologies pour trouver le crime. Un peu à la Batman, dis donc. Sauf que lui, il est tout de blanc vêtu. Pourquoi, me direz-vous ? Parce que c'est un clone de Batman. Parce que c'est un clone de Batman, mais à la différence de Batman, il veut être vu, il est ultra mégalomane, et il est en blanc parce qu'il veut qu'on le voit, quoi. D'accord, ok. Donc il veut qu'on ait peur de lui, mais en même temps il veut être sur le devant de la scène. C'est ça, il n'a pas peur d'être vu, il est annoncé, quoi. Ok. Et donc dans ce premier numéro, on le voit résoudre un crime de bas étage et découvrir un gars sous terre qui était un peu une sorte de déglingo abîmé du shield et qui essayait de se réparer en dépeçant des gens et en se bricolant un peu des bouts de membres de partout. Ouais, enfin bon, voilà, un allumé, quoi, un taré du ciboulot. Alors, il y a un truc qui me semble important, c'est qu'il faut préciser que c'est de Warren Ellis. Et c'est Warren Ellis qui a vraiment qui met en place toute son imagerie. Enfin, Warren Ellis, il a 6 numéros, il reste 6 numéros. Il fait tout ce qu'il a à dire sur Moon Knight. C'est méga barré. Et en fait, c'est vraiment sa vision du personnage. Et du coup, quand tu connais un peu Warren Ellis, tu te dis que ça va partir en sucette. Et c'est ce qui arrive, quoi.
C'est ça. Ça part très vite en sucette puisque en fait le numéro 2 et le numéro 3, à défaut de développer un scénario et une histoire ultra ouf sur le personnage, développe de l'action avant tout. Et c'est ça que j'ai adoré dans Moon Knight, c'est que on n'essaye pas de me raconter une histoire de folie qui va durer des numéros, etc. En fait, on s'en fout. On veut que tu kiffes le personnage. Et moi, ça a marché sur moi. J'ai kiffé le personnage. Des 3 numéros de pure action où on en apprend peu. En fait, on sait juste que Moon Knight, voilà, c'est un mec c'est un justicier et il est complètement barré. Il a des dédoublements de personnalité, il parle avec son père fantôme, qui est une espèce de squelette oiseau. Enfin, c'est ultra bizarre. Mais voilà, moi j'ai adoré. Et je vais vous laisser la parole. Alors, Daniel, très très rapidement, parce qu'on est vraiment en retard sur le écoute, conducteur, je vais balancer du petit bois. Écoute, moi je trouve ça génial. Ces 6 numéros absolument. Je sais que vous êtes arrêté au 3e, ouais. mais le troisième est sans doute mon single issue préféré de l'année. C'est l'histoire de Moon Knight qui rencontre des fantômes punk dans la rue et il est méga vénère. Il essaye de les taper avec ses coups de poing. Il n'y arrive pas. Il rentre chez lui. Il parle à Khonshu, le dieu égyptien, et il lui dit ouais, tu devrais mettre ton armure. Et il retourne et il les tabasse. Et c'est ça. C'est juste Moon Knight qui tabasse des punks fantômes. Moi, j'ai l'impression que ça a été écrit pour moi en fait. Tu vois, c'est quand je lis un pitch comme ça. Et c'est ça tout le temps en fait. Et ce qui est important de souligner, c'est que chaque numéro est single issue. Ouais. C'est-à-dire tu peux lire dans le désordre. C'est high concept. Tu peux prendre n'importe quel numéro. Tu peux même oublier d'en lire. C'est pas aucune importance. C'est juste le plaisir du moment que tu as à avoir une espèce de pseudo Batman, car c'est vraiment ça. Oui, il y a beaucoup de parallèles à faire là-dessus. Qu'Adrien a déjà présenté d'ailleurs. Et il y a vraiment, c'est vraiment le plaisir jouissif de l'instant. Et je crois que Warren Ellis, il a complètement compris. En tout cas, moi, ce qui m'excite dans un comics. Jojo. Alors, j'ai trouvé ça très cool. Alors, méga rapidement, j'ai flippé quand j'ai vu le premier numéro. Il lui avait retiré son costume de Moon Knight que je trouvais trop cool. Dans son premier numéro, on le voit en costard avec une petite cagoule sur la tête, avec une petite lune. J'étais là genre, qu'est-ce que c'est que ce costume pourri. Et à partir du numéro 2, il retrouve son costume avec sa cape gigantesque et avec sa capuche d'Assassin's Creed. Donc j'ai trouvé ça très très cool. Voilà. Qu'est-ce que je veux dire? Ouais, on en parle des Sonic Boom ou pas? rapide, Non, ça c'est pour moi. Non, parce qu'en fait il a des petits batarangs en forme de lune blanche et en fait ça fait trop penser à des Sonic Boom. Voilà, c'est tout. De Street Fighter. Voilà, Gaël. Merci, n'est pas un podcast de jeux vidéo. Bon voilà, merci pour ces reviews. Ouais, c'est cool. Ouais. C'est ce qui s'appelle un enchaînement. On vous retrouve dans quelques instants après cette petite page de pub. T'en as marre de voir des fautes d'orthographe et de lire des statuts bidons sur internet? Tu veux apprendre aux gens à enfin parler français? J'ai l'émission qu'il te faut, ta gueule. Ouais, c'est le titre. Tu l'écoutes, tu la partages, ta gueule, une émission Radio Kawa. De retour dans Comics Outcast, rappelez-vous que vous pouvez quand même participer à la discussion avec le hashtag, j'ai dit le bon mot, Comics Outcast sur les Twitter. Mon prince d'internet. Et donc on va passer tout de suite à la découverte de l'ami Gaylor, parce que c'est l'heure de l'Eurovision. Oui, il est à Cork en Irlande et cette semaine il nous présente une œuvre de Paul Pope. Mais c'est parti, à tout de suite. Avec l'Eurovision, j'ai pas compris. Mais parce que c'est... Bonsoir Eric, hello les copains. Ce soir, comme de vendredi par mois, on tente de conquérir le monde avec des comics de super-héros. Sauf que ce soir, exception exceptionnelle, on laisse Marvel et DC Comics de côté pour se pencher sur un univers tout jeune, celui de Battling Boy entièrement imaginé par Paul Pope. Sachez que Paul Pope est ce qu'on appelle dans le jargon un artiste indépendant. Bon, il a déjà collaboré avec Marvel ou DC Comics le temps d'une histoire courte ou deux, souvent sur des projets en marge de la prod classique comme Strange Tales ou Wednesday Comics. Mais Paul Pope s'est surtout fait connaître pour ses histoires complètes. Des gros one-shots bien barrés comme Heavy Liquid, Escapo ou Batman à naissant, des volumes qui pour le coup ne trompent pas leur appellation de graphic novel. Mais derrière ces histoires peut-être moins accessibles se cache un cœur tendre. Un fan de super-héros très souvent comparé à raison au légendaire Jack Kirby, que ce soit pour ses influences SF, ses personnages iconiques et ses planches hors du commun. Il y a beaucoup d'énergie et d'ambition dans son coup de crayon et c'est un style très punk qu'il a. Ce qui ne plaira pas à tout le monde, n'est-ce pas Eric ? Personnellement j'adore, il encre lui-même ses dessins et c'est là que je trouve réside tout son génie, dans l'alternance des traits fins, des traits plus épais et cette façon unique qu'il a de retranscrire les mouvements, bref, j'adore ce dessinateur,
Dégainez vos Google Images, tapez Paul Pope et prenez-en plein les yeux. Aussi bon soit-il sur une planche, côté scénar, c'est déjà un poil moins surprenant, d'autant plus avec Battling Boy qui s'attaque au schéma classique des histoires de super-héros. Battling Boy est un garçon de 13 ans, un jeune dieu qui habite dans un monde fantastique très inspiré de l'univers des New Gods créé par Jack Kirby, #clin d'œil. Son histoire commence lorsque le jeune homme est envoyé sur Terre pour y passer son rite initiatique. Un rite qui consiste en gros à débarquer sur une planète et à casser la bouche de tous les monstres qui s'y trouvent comme le fait son papa, comme le faisait son papa avant lui, etc. Bon, rien de folichon à première vue, on est complètement dans la relation entre Thor et Odin. Sauf que Thor ici n'en a visiblement rien à foutre des humains, il a 13 ans et il préfère jouer à FIFA Street avec ses potes. Car oui, Battling Boy est avant tout un gosse capricieux qui ne comprend pas pourquoi on l'envoie à Arcopolis, une ville banale à première vue envahie régulièrement par des hordes de monstres. Des monstres allant de momies kidnappeurs d'enfants à des trucs plus imposants qui rappellent les Strom des premières aventures des Fantastic Four, mises en scène par Stan Lee et Jack Kirby. #les références. C'est une lecture plutôt agréable pour à peu près tout ce que je viens de vous citer. Pas vraiment pour le scénar donc, mais plus pour l'ambiance, la mise en scène, le trait de Paul Pope justement, cette énergie partout, tout le temps. Puis, on achève la lecture de ce volume et les problèmes commencent. Un an c'est cool, on attend forcément le tome 2, puis au final, bizarrement, Paul Pope décide déjà de nous raconter les origines de son monde. Avant que Battling Boy ne débarque, il y avait une famille de super-héros qui repoussait les envahisseurs. On le découvre brièvement au tout début du premier tome de Battling Boy, et cette famille c'est la famille West, dont fait partie Aurora, la fille unique d'un couple d'aventuriers, et personnage sur lequel se concentre cette nouvelle aventure. The Rise of Aurora West donc est un préquel à Battling Boy. On y suit les aventures des parents d'Aurora, super scientifiques et archéologues BG qui voyagent à travers le monde et résolvent toutes sortes de mystères mystérieux. Tout va bien jusqu'au moment où un drame frappe la famille, la mère meurt dans des circonstances troubles, Aurora n'a alors que 4 ans. Quelques années plus tard, vers les débuts de l'adolescence, Aurora devient la sidekick de son père, héros national d'Arcopolis. On nous raconte comment la fille vit cette transition, comment elle passe de fillette à jeune héroïne à grands coups de flashback, qui nous donne aussi des gros indices sur les mystères qui entourent la mort de sa mère, l'apparition des monstres en ville, en pointant du doigt pour nous une possible connexion entre tous ces événements. L'histoire est pas mal, mais grosse déception du côté des dessins qui sont confiés ici à David Rubin, un dessinateur espagnol au trait beaucoup plus cartoon. Paul Pope, lui, n'est crédité que dans la partie scénar et comme je vous le disais, c'est pas vraiment là où il brille. On ressent bien sûr son aura puisque David Rubin reprend tout le folklore de Battling Boy aussi bien dans le chara-design des monstres, des armes et des bâtiments. Mais quelque chose cloche. Ce n'est pas mauvais, mais c'est pas ce qu'on avait envie de dire en fait. Est-ce que le fossé graphique entre les deux histoires est un réel problème ? Bah complètement si on s'attend du Paul Pope bien sûr, mais pas tellement si on est au courant de la transition puisque les thèmes sont vraiment différents. On passe des débuts d'une épopée classique à une enquête familiale, donc le décalage ne choque pas en soi. On peut lire Battling Boy et l'aventure d'Aurora indépendamment l'un de l'autre. On devine des problèmes de délai derrière ce choix éditorial. Paul Pope a toujours mis beaucoup de temps à rendre ses planches. On devine aussi l'envie de nous vendre du papier avant que Paul Pope ne finisse de dessiner l'histoire principale et que tout le monde se désintéresse de l'univers. A noter qu'une deuxième partie des aventures d'Aurora est déjà prévue. Si vous voulez une comparaison bien dégueulasse, c'est comme si on lisait du Dragon Ball, puis soudainement on se mettait à nous raconter la même histoire mais avec les dessins de Naruto. C'est plutôt déroutant on va dire. Bon, que faire alors ? Moi j'ai tendance à vous conseiller dans un premier temps de feuilleter Battling Boy en librairie. Le graphisme est particulier, mais si vous aimez les dessinateurs qui tentent des trucs moins conventionnels, ça devrait vous plaire. Après à vous de voir si vous êtes assez fan de l'univers, dans ce cas là vous pouvez lire aussi The Rise of Aurora West qui reste une histoire honnête, même si elle peut souffrir de la comparaison. Sinon, vous pouvez trouver Battling Boy et The Rise of Aurora West en VO, tous les deux sont édités par First Second. En VF, pour l'instant, il n'y a que Battling Boy qui est sorti et c'est édité par Urban Comics, donc comme d'habitude, une édition de qualité, semblable à la version hardcover en VO. C'est tout pour moi, je vous dis à plus tard les gens. De retour sur Merci, le plateau Néric. de... Oh mais non, arrête avec ça s'il te plaît. D'ailleurs, Gaylor, arrête avec ça, arrête de m'appeler Néric, c'est fini cette époque. De retour donc sur le plateau de Comics Outcast, nous allons passer à la discussion. C'est le gros morceau de notre émission cette semaine. On va parler des annonces qui ont eu lieu ces 2-3 dernières semaines faites par Warner Bros pour DC Comics et Marvel Studios pour Marvel. Oui, appuie sur le bouton pour jingle. Ça va quand même, merde. Voilà, le en mec direct. me dit rien aussi. En là. direct. Voilà, des grosses annonces Marvel Studios. On va les passer en vue très rapidement, donc on va pas vous... voilà, hein. Donc moi, je vais les lister rapidement pour les gros titres hein. Donc pour l'année prochaine on a quand même Age of Ultron et Ant-Man mais qu'on connaissait déjà. Il y aura le Fantastic Four de la Fox. Il y aura en 2016 le Deadpool encore une fois de la Fox, Batman vs Superman pour Warner, Captain America 3, X-Men Apocalypse, Suicide Squad, Doctor Strange, Sinister Six pour Sony Columbia. En 2017 il y a Wolverine 3, Guardians of the Galaxy 2, Wonder Woman, Fantastic Four 2, Thor, Black Panther, Justice League, Spider-Man
Spider-Man encore, Venom, bref, on en a jusqu'à la fin des temps, mais bon, en gros, le on a problème, encore... c'est qu'on va mourir avant. Oui, non, toi tu seras mort parce que toi t'es vieux, mais sinon en vrai, nous on sera encore là. Donc bon, vous avez déjà la liste, on la mettra, on mettra la méga infographie que Comics Alliance avait fait, dont tout le monde se sert en ce moment, qui résume assez bien ce qui va se passer jusqu'en 2021. Donc ça c'est ouf. Donc on va axer ça sur quelques questions que j'ai préparées, parce que voilà, je fais bien mon travail. Non, je rigole. Alors parmi tout ça là, quels sont les films que vous trois vous attendez le plus? Joe? Zéro, il y en a aucun. Sérieusement, il y en a aucun. Si, non, mais si, mais il y a plein de, non, mais il y a plein de trucs. En gros, je les attends tous, mais je les attends au tournant. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois, parce que je suis pas sûr que ça va être très bien. Non, mais là, dans un avenir proche, j'attends Avengers 2 avec un certain enthousiasme. Ouais. Mais en fait, le vrai que j'attends pour de vrai, c'est les Guardians of the Galaxy 2. Ah d'accord. C'est vraiment ça que j'ai envie de voir demain, en fait. Ok. Et j'attends de voir aussi si Zack Snyder va se rattraper avec son prochain Batman. Tiens, que non, Daniel, garde la parole. Toi, dans cette liste, ce que tu veux. Écoute, moi, film et rapidement. Je suis curieux à propos de Black Panther. Ouais. Pour la simple raison que je trouve que vraiment c'est audacieux de la part de Marvel de faire un héros noir, alors que on les attendait pas forcément là-dessus. Et en plus qu'ils veulent l'intégrer à tout leur cycle Avengers. Moi je suis plutôt enthousiaste. Le plus important pour moi dans ces films, plus que l'acteur et tout ça, c'est le script. La cohérence. Moi j'ai... Non, même pas la cohérence, c'est vraiment le script, c'est savoir le talent des mecs qui écrivent l'histoire. Et quand tu vois Man of Steel et tous les trucs qu'ils peuvent avoir, quand tu vois les Batman, le problème chez Marvel, c'est que la qualité du scénariste en fait ne sert pas à grand chose, parce qu'il y a une formule Marvel en fait qui fait que chaque scénariste est obligé de respecter un cahier des charges tellement mais Black Panther va être forcément très très différent de l'original, parce que ça peut pas être un souverain, sinon ça fait un prince à New York. J'avais pas pensé, bordel. Ah mais ouais, non mais pour moi c'est évident. Sinon tu mets Eddie Murphy. Sexy chocolat. Sexy chocolat. Et je te rappelle que dans un prince à New York qui sait se battre avec un bâton, je veux dire, on est à 2 pas de Black Panther quoi. Adrien, tu veux dire quelque chose? Ouais, mais je sais plus quoi. Je vais te pencher là. Bah, je voulais dire la formule Marvel. On a vu que elle était dérogeable avec. Avec quoi? Avec Guardians. Non. Guardians, c'est quand même une forme de liberté. Oui, mais enfin, ça reste la même formule scénaristique que tous les films Marvel. Des blagues, de l'action, du badass. Même si c'est bien, moi ça m'a plus plu, mais grâce au personnage, grâce au background de l'univers. Mais la formule scénaristique, c'est la même. T'as un méchant que tu découvres dans le premier épisode. Je sais pas, non, pour moi il y a une forme de recul sur le truc, tu vois, justement, presque c'est du méta Marvel, quoi. Adrien. À mon sens. Et moi ce que j'attends peut-être le plus, et je sais que je vais en défriser quelques-uns là ce soir. Je pense que c'est Batman Superman. Oh putain. Parce que mes poils de bite sont raides. Parce que c'est ce qui va écrire, enfin ça va conditionner tout Warner, ce qui va se passer derrière pour DC. Et donc le film me fait flipper, mais je l'attends plus que tout, parce que si ça réussit, on peut se dire ok, peut-être que DC va faire. Tu as raison sur un truc, parce qu'il y a une telle liste de films, vraiment tous les critiques s'attendent à voir au moins un de ces films se vautrer, et le jour où ils se vautrent, on aura tous les articles. Oh là là, les super-héros c'est fini. Du coup, en parlant du vautrement, j'invente des mots. Du quoi? Du vautrage. Ah oui, d'accord. Quand on tombe là, voilà. Okay. Donc la stratégie de Marvel. En parlant de mon âge, j'aurai 40 ans à la fin de ce putain de truc là. C'est surtout ça moi qui me fait flipper dans la vie. C'est bon, on s'en fout. Oui. Ouais, non, on s'en fout pas. Non, merde. En gros, la stratégie de Marvel jusque là, au-delà du niveau scénaristique, ça a été de présenter les personnages individuellement dans leurs films, ou alors de les introduire un peu comme Nick Fury et Black Widow dans plusieurs films, pour enfin les réunir. On voit que chez Warner, c'est tout à fait l'inverse. C'est-à-dire que, bon, il y a eu Man of Steel, il y aura Dawn of Justice l'année prochaine. Dawn of Justice. Mais ensuite, ils vont éparpiller les histoires qui, j'espère, ne seront pas des origin story, parce que clairement on les aura déjà vues, pour présenter les personnages. Qu'est-ce que vous pensez de la grande différence? J'ai rien compris à ce que tu viens de dire. Mais si t'as compris, en gros, tais-toi, chez DC Avengers, ils le font au début et ensuite ils font les Hulk et les machins. Et chez Marvel, ils ont fait l'inverse. Tu vois ce que je veux dire? La grande différence Merci. La grande différence entre Marvel et DC, c'est que DC, ils ont des icônes. Batman et Superman, c'est des icônes, on n'a presque pas besoin de
est présenté. Alors que Marvel, faut pas oublier que Iron Man, avant qu'il soit une superstar d'Hollywood, c'était un personnage de second tiers de catalogue. Personne ne connaissait Iron Man sorti du monde du comics. Ouais. Et c'est surtout ça leur grosse angoisse, c'est que il va falloir représenter comment ils vont faire pour représenter Wonder Woman. Moi, j'ai de sérieux doutes sur leur capacité d'entertainment. Tu vois. Je pense qu'ils vont se planter sur Wonder Woman. Enfin, je les attends au tournant. D'ailleurs, je faisais une petite recherche, je voulais voir si on avait déjà des noms qui droppaient sur les réalisateurs et les scripts et tout ça pour tous ces films, à part ceux qui sont déjà en post-prod, donc sûrement Ant-Man, voilà. Avengers 3, il y a rien. C'est-à-dire que il y a aussi le nom pour le réalisateur de Doctor Strange, c'est un John Strite. Je crois que c'est ça. Mais au-delà de ça, il y a personne. Donc on peut même les réalisateurs de ces films de super-héros ne sont pas si importants parce que vraiment ils peuvent mettre n'importe quel yes man. S'il est servi par un bon script et éventuellement par un bon acteur, ça peut marcher. Enfin, je veux dire. Gardiens de la Galaxie, ils sont allés chercher loin leur mec formé à l'école trauma des films trauma quoi. Alors, qu'est-ce que vous pensez du fait que DC sera certainement le premier à sortir un film avec une femme en lead? C'est bien. Ah ouais. Voilà. Ça, on est content. Comment se mettre personne à dos? Est-ce qu'il y a une guerre là-dessus? Enfin, je sais pas. En tout cas, les dates sont assez proches et c'est ça qui est drôle, c'est que le Wonder Woman sort prévu pour 2017. Voilà, a priori la même année qu'un female lead aussi chez Sony, donc pour Spider-Man. Ouais. Et quoi peut-être. Oui, mais bon, ils savent pas quand. Ouais, non, parce que Sony aussi, tu vois, genre. Non, mais un female lead chez Spider-Man, c'est-à-dire. Eh ben, on sait pas. D'accord, c'est aussi bas que ça. C'est quand même, moi je trouve, pour continuer sur ce truc-là, je trouve ça quand même assez ouf que dans tout ce qui va arriver jusqu'à 2020, 2021, 2020. Ouais, 2020. Ouais. Pour l'instant 2020. On est bien d'accord qu'il n'y a toujours pas, je veux dire, celle qui est vénère là, qui est en train de prendre du Prozac, et c'est Scarlett Johansson, non? Ah oui, l'histoire de Black Widow. Toujours pas de Black Widow. Son putain de Black Widow. Et c'était reconfirmé d'ailleurs ces derniers jours. Hein, c'est ça, non, qui remplace Black Widow. Il n'y en aura pas de Black Widow. Après, moi je sais pas si c'est grave parce que je. Oh non, c'est pas grave, évidemment, Ouais. c'est pas grave. Non, mais mais parce bon, que déjà S'ils n'ont pas d'idée de faire de film, vaut mieux pas. On a vaut mieux déjà pas abordé Black Widow quelque part, on sait déjà. tu l'as déjà abordé. Et ouais. Exactement. Non, mais ça fait chaud ou pas? il faut aussi pas oublier Oui, aussi putain. qu'il y a des super-héros qui fonctionnent très bien comme supporting cast. Ouais. Je pense au cas de Hulk. Hulk, par exemple, ils ont essayé de faire des films, ça a pas marché. Et du coup, par contre, c'est un très bon personnage pour mettre dans le mix, pour mettre dans Avengers, Pour foutre la merde. pour mettre la merde ou juste pour faire de la bromance scientifique avec Pour faire des grosses avec scènes Robert Downey d'action, Jr. quoi. Ou pour faire de la destruction. Et je tiens à dire que je crois beaucoup plus en Captain Marvel qu'en Wonder Woman. Mais qui sont donc deux personnages qui ont vachement plus de girl power en elle que Black Widow. Black Widow elle joue pas sur son. J'aimerais aussi souligner les incohérences quand même du catalogue, enfin de leur timeline d'ici, où ils nous annoncent un film Flash, puisque alors que Flash fonctionne plutôt bien en série. Puis c'est surtout que c'est le mec qui aurait dû arriver le plus rapidement. Ouais. En plus. Wow. Bon, d'accord. Et alors. Alerte au Qu'est-ce que je fais coca. là? Mais sans déconner, Flash fonctionne plutôt bien en série, vraiment, ça m'a grande surprise parce que j'y croyais pas vraiment. Et là, il nous annonce un film avec un autre mec, donc ça va être une histoire plus dark parce que forcément au cinéma c'est plus dark, il va tuer des gens. Donc lui, il va perdre des gens, il va surtout perdre des gens. Oui, non, mais vraiment, je me demande quelle est vraiment leur démarche, s'ils sont vraiment sérieux. Je pense que vraiment Je pense qu'on devrait leur envoyer un mail. Êtes-vous vraiment sérieux? Non, mais messieurs de chez DC. je pense que Batman v Superman, comme ils l'appellent, je pense que ça va vraiment être le test. Mais arrêtez de bâcher. Non, on dit que ça va être le test. Et Ça va vraiment être le test. Non. Honnêtement, on a vu ce qu'a donné Man of Steel. Voilà quoi. Vous bâchez. Du coup, Taisez-vous. on va pas parler de racisme parce que j'allais dire pareil, la même chose On peut en parler, entre Cyborg en 2020 et donc Black Panther en 2017, 3 ans d'avance pour Marvel pour sortir un film avec un noir en lead. Oui. Mais vous bâchez. Non mais c'est je trouve ça Non, fascinant. mais en même temps, moi, je Wonder suis- Woman, elle vient d'une île exotique, même si Je elle est veux pas sur- noire. Oui, Je veux surtout. qui n'existe pas. Ouais, une île au large de la Grèce quelque part. Enfin, Oui, bon. c'est une déesse grecque quoi. Enfin. Voilà. 2010. Mais ce que je veux dire, c'est que je peux surtout être surpris qu'il y ait un film Cyborg. Mais vous bâchez. Parce que Mais c'est ça que je dis, pourquoi est-ce qu'ils présentent les personnages parce que après Cyborg est quand même.
pas intéressant. C'est un lotier, vraiment lotier de chez lotier. Ouais, c'est clair. Il a le temps de se re-ringardiser d'ici 2020. Alors, du coup, encore une fois, est-ce qu'on peut reparler de Guardians au moment où on a dit qu'on ferait Guardians, c'était peut-être pas lotier, peut-être. Oui, mais je veux dire, c'est le fond de catalogue total, mais ils ont joué vraiment les. Non, et puis les Guardians, tu savais qu'ils allaient pouvoir faire un truc vraiment marrant avec. Alors que Cyborg, qui est une sorte de mélange entre Robocop et Iron Man Black. Alors là, tu me l'as un peu vendu quand même. Hein. Oui, moi, dès que ça mélange Robocop, tu sais, moi, ça me ça me fait bander. Et du coup, alors c'est vrai que bon, je sais pas s'il y a plus de DC fanboy ou de fanboy au niveau des comics, mais est-ce que est-ce que vous pensez que DC, si il rate vraiment ce film, qu'est-ce qu'il y a? Mais rien. Peuvent se planter à mort, c'est-à-dire que le malheur de toutes ces listes est de planifier le futur d'une compagnie, parce que c'est un peu ça. Pas Warner, ils sont pas morts, mais bon, en gros, ça leur pourrira tout. S'ils ratent les 2 premiers, ils ont déjà annoncé les autres. Ils ont pas encore cassé tout le monde, mais est-ce que ça peut les pourrir? Warner a une carte à jouer. Ils peuvent relancer tout leur catalogue en Lego. C'est-à-dire ils vont faire Lego Batman, ils vont faire Lego GLA. Mais le film Lego Batman est prévu. Non mais genre ils peuvent tout, dès que leur film se plante, ils peuvent dire non en fait finalement on le fait en Lego. et je pense que tellement bien comme botte secrète. Et je pense que leur film il gagnerait vraiment quoi. Lego. Je pense que Man of Steel en Lego, c'est plus le même film, ça va être génial. Ah bah ça va être beaucoup mieux. On est bien d'accord. Lui au moins il regarde. Même Man of Steel en Métropolis détruite en pâte à modeler, ça serait mieux que Métropolis détruite en Lego. Tout d'un coup ça a une autre gueule. C'est vrai. En tant que spectateur lambda, donc pas nous. Est-ce que on peut prendre ça comme une overdose, ou à l'inverse se dire que ah bah non c'est cool, il y a plein de films de super-héros que je connais plus ou moins et ça me remplit mon année, parce que là j'ai pour certaines années il y a 8 films. Alors moi ça me rend un peu triste en fait. Quand je vois la liste là et que je vois qu'en fait le facteur spectateur ou le facteur artistique est complètement sorti du truc, c'est-à-dire qu'en gros il y a une liste de 8 films qui est prévue et que ça se plante ou pas, enfin je veux dire après derrière en effet on pourra faire des unes de Télérama en disant genre l'overdose TVZ de TVZ, mais finalement ça aura lieu d'une manière ou d'une autre, et le public en fait on s'en fout parce qu'on sait que mathématiquement il sera là, et c'est ça qui me rend un peu triste, parce que moi quand j'étais gamin et qu'on me disait putain il va y avoir un nouveau Indiana Jones l'année prochaine, tu devenais ouf. Je devenais ouf. Bah ouais. Alors maintenant tu vois genre en 2020 on va me dire tu sais que l'année prochaine il y a Justice League 3, et je vais dire bah ouais oui je le savais quand j'avais 12 ans, donc moi je vais dire un truc, les mecs qui parlent d'overdose, moi dans mon métier je suis journaliste, je me tape toutes les non mais c'est mon métier. Oui. Et je me tape toutes les comédies françaises, et il y en a environ une 50aine par an, il y en a une par semaine, vraiment littéralement, et je veux dire tu peux pas parler d'overdose, personne peut me parler d'overdose quand moi je me tape ces merdes quoi. Enfin je veux dire mais moi je suis quand même super d'accord Daniel, malgré ce que tu dis, de toutes mes condoléances, tu vois, une comédie française par semaine, ok, Crying Baby je suis quand même super d'accord avec Adrien sur le fait qu'on retire quand même vachement de pouvoir de fascination au cinéma de super-héros en ayant tellement, tu sais que les suites vont arriver, tu sais plus quand des mômes les mecs. Non mais oui, mais justement moi je pense aux mômes. Enfin tu vois là je pense au gamin qui est en moi là. Non mais tu vois, non mais protéger les gosses c'est super important. Merci de non, mais, je vous arrête tout de suite, chaque gamin a le droit d'avoir son Spider-Man à lui, il a le droit d'avoir son Batman à lui. Il y a aucun problème avec ça. Je lui conseille pas le Nolan, je lui conseille même pas les Burton. À quoi vous avez ressemblé quand vous êtes vieux quoi, que les gamins ils vont faire ah j'adore Spider-Man 6 de chez Sony, genre ah putain il est toujours pas passé chez Marvel. Oui bah de mon temps Tobey Maguire était vraiment mieux hein. C'est vrai qu'il est marrant des trucs comme ça et tout. Oh là là. Oui Spider-Man 3 c'était quand même autre chose que ta merde là. Et du coup on va reparler vite fait de la qualité. Donc à en sortir autant, est-ce qu'on va vraiment perdre en qualité? Est-ce que comme les histoires sont écrites si longtemps à l'avance, est-ce qu'au final les gens ils sont juste pas là pour cacheter les billets? C'est comme ça qu'on dit? Moi je pense que le vrai avenir de ce genre de cinéma, ça sera de le filer à des vrais auteurs de non seulement de scénario mais aussi des vrais cinéastes. Moi je rêve de voir McTiernan, tu vois, je rêve d'avoir un vrai actionneur vraiment du gros cinéma qui tâche quoi, du James Cameron. Wow. Non mais je suis assez d'accord. C'est l'étape suivante pour ce genre de cinéma, c'est de mettre des vrais auteurs. Parce que je suis d'accord, par exemple Captain America 2, je le trouve super. Les deux mecs là qui l'ont réalisé sont vraiment
pas mal. Et ça manque de vision. Et non mais c'est vraiment des bons makers. Vision, il sera dans. Oh mais j'allais la faire. Il arrive. Lamentable. Non. Mais non, je valide tout à fait cette blague. Bravo. Mais donc ouais, c'est passé à quelque chose un peu plus autoriste d'action. Ouais. Genre moi si tu me dis que c'est Tuark il en réalise un, mais moi je regarde, il y a eu, même si c'est pas le même type d'auteur, il y a Nolan, t'es obligé de dire que c'est quand même il a une vision, ouais, mais il a une vision. C'est pas ma cam. Shane Black, moi quand on m'a dit Shane Black sur Iron Man 3, j'étais là genre mais oui, je jouis dans mon slop. Tout simplement. Il a pas réussi à bien les fans de Joe quittent le navire. D'ailleurs j'en connais une mais elle se reconnaîtra. Bah oui, si. C'est qui? Mais si, t'as pas vu. Allez, on va finir dessus, on enchaîne. Juste pour vous dire que dans le podcast des clairvoyants de ce mois-ci, vous pouvez avoir un truc bien plus technique, on va dire, sur toutes ces annonces, mais plutôt du côté de Marvel, comme on vous en a parlé la dernière fois. Dans les clairvoyants, voilà, bis à Fasque et Fox, c'est dur à dire. Voilà, on se retrouve après une petite page de pub. Morceau choisi, c'est un podcast hebdomadaire de 30 minutes de musique piochée dans ma collection personnelle. Pas de genre de prédilection, juste une envie de partager avec vous toute la musique que j'aime, avec l'espoir avoué de vous faire découvrir de nouvelles pépites. Morceau choisi, c'est tous les lundis matins dès 7h, exclusivement sur Radio Kawa. Oh mais non. Pardon. Oh j'ai fait un truc. De retour pour les 10 dernières minutes de Comics Outcast. Absolument, c'est cette émission. Merci, je ne sais plus où je suis. J'ai rien pu. C'est Comics Outcast en fait. Voilà. On va passer à notre rubrique hors des bulles. Il y a Ben dans le studio, il me regarde avec des yeux. Je suis gentil. Pour une fois que je suis sage. Bref. Le mec regarde avec bienveillance. On va passer un petit sujet qui a été réalisé, on va dire, par... Proposé. Non, réalisé, c'est toi qui le fais. Donc, par Daniel sur le gros relou. Lamentable. Non, le même pas. Le grand retour des super héroïnes. Des super héroïnes. C'est le grand retour des super héroïnes. On arrête. Ok. Le grand retour des super héros. Le grand retour des super héroïnes, pardon. Dans les comics ces derniers temps. Alors, dans les comics et au cinéma. Oui aussi. Ouais. D'ailleurs, on en a parlé un petit peu dans le débat juste avant. Qu'est-ce que tu as à nous dire là-dessus, Daniel? Alors d'abord, vous êtes tous comme moi, vous avez vu cette espèce de revival des super nanas dans les comics. Ouais. Super nanas. Un peu de respect les amis. On peut finir cette émission s'il vous plaît. On peut la finir normalement. Vous avez vu qu'il y avait le nouveau film, le nouveau projet Supergirl qui a été annoncé. Alors j'ai vu des rumeurs, mais tu peux détailler un peu là, ou... Non mais sur le film ou le comic book. J'ai compris série. Série ou film série. Ah c'est série pardon. Série pardon. Oui, série télé. Oui. Non, il y a une nouvelle série. Pardon. Bon, il y a le film Captain Marvel qui a été annoncé, genre un peu à la surprise générale, parce que vraiment c'est pas vraiment la super héroïne qu'on attendait au premier plan. Ouais. Parce qu'il faut rappeler aux auditeurs qui connaissent peut-être pas trop que Captain Marvel n'est pas un capitaine, mais une capitaine. Oui, voilà. Enfin, dans le monde Marvel. Oui, dans le monde Marvel, tout à fait. Oui, pas chez DC. On a vu le reboot de Batgirl, et puis il y a des très bonnes surprises en termes de comics. Par exemple, il y a Gotham Academy, qui est grosso modo un teen girl fiction dans le monde de Batman. Et c'est des meufs dans un pensionnat vraiment qui croisent Bruce Wayne, et c'est assez rigolo. Et vraiment il y a des nouveaux axes d'histoire qui sont proposés qu'on n'attendait vraiment pas. Par exemple Sensational Comics, qui est un spin-off on va dire de Wonder Woman, qui sort d'abord en ligne, qui sort d'abord en dématérialisé et après sort en papier, propose des nouvelles histoires avec des nouveaux angles sur le monde de Wonder Woman, avec des nouveaux twists autour du personnage. On trouve par exemple un des frères Hernandez qui a dessiné une histoire. Hernandez que tu connais pour Sugar and Rockets, bien sûr. Oui, bien sûr. Absolument. Putain, non mais les mecs. Oui, un truc qui faisait à moi. Non mais les mecs. Mais non, on parle des filles. Oui. Et vous m'aidez pas les mecs. Allez.
Et du coup, non, par exemple, il y a aussi le comics que j'ai passé tout à l'heure à Adrien de Marguerite Sauvage. Vraiment, il y a vraiment des nouvelles idées. Et donc, il y a vraiment des nouveaux axes, comme si tout d'un coup les mecs se réveillaient, les mecs du monde du comics se réveillaient et se disaient, il y a tout un public vraiment qui est passionné par ça et qui mérite d'avoir des personnages à leur hauteur. On parle aussi de Miss Marvel. De Miss Marvel qui a été lancée il n'y a pas longtemps, qui est en plus écrite par une musulmane et dont le personnage est donc musulman aussi, et c'est vraiment un angle très intéressant, quoi. Mais je peux rebondir sur ce qui vient de se dire. Je suis assez d'accord avec tout ce que tu racontes, mais là c'est un état de fait de comment ça se passe aujourd'hui. Mais en fait, des personnages féminins forts dans l'histoire du comic book, il y en a toujours eu. Il y en a toujours eu. Il y a eu. C'est juste que là, elles sont plus adaptées à leur époque, alors, si on veut. Mais... évidemment, bien sûr, le premier qui vient en tête, c'est les X-Men. Non, moi je pensais plutôt les X-Men avec Storm, avec Jean Grey et Jean Grey qui est littéralement devenue tellement puissante qu'ils ont été obligés de la tuer. Et donc oui, il y a une grande tradition chez les X-Men d'être un comics très anglais sur les femmes. Ce qui est d'ailleurs un paradoxe, parce que quand tu penses au film, les meufs sont inexistantes dans les films. Inexistantes, et c'est une meuf qui est responsable de la fin du monde. Tu sens que c'est un film de Bryan Singer. La meuf est responsable de la fin du monde, et il y a 3 mecs qui sont à sa poursuite, et ces 3 mecs, tu sens qu'il y a une espèce de bromance, osmose, un sexual triangle bizarre entre Magneto et Xavier. Enfin, tu sens que c'est Bryan Singer. Voilà, c'est ça. Donc vraiment, il y a vraiment une nouvelle optique intéressante qui est intéressante, et justement, c'est pour avoir vos réactions. Par exemple, est-ce qu'Adrien, est-ce que toi, ça t'intéresserait d'avoir ce genre de nouveaux personnages, cette nouvelle histoire, telle cette Wonder Woman de Marguerite Sauvage qui fait du rock et... Ouais. Bah, je l'ai lu tout à l'heure. En l'occurrence, je trouve pas ça excellent, parce que on dirait un petit peu de la BD de Paquet de céréales. Mais tout ça parce que mais par contre, ce qui est dit dedans est vraiment chouette, parce que il y a un peu une alerte sur le harcèlement de rue, etc. Et c'est vraiment bien foutu. Il y a des vrais sujets. Maintenant, je sais pas si tous ces reboots là sont uniquement pour attirer le public féminin, parce que moi, Batgirl, je suis ultra client, et je pense que le public de Batgirl avant ce reboot là était pas plus masculin ou pas moins masculin que celui qui va être là. Enfin bon, je sais pas si c'est pour changer ça, je sais pas si c'est fait par rapport au public ou pas. En tout cas, le retour des super-héroïnes, c'est super bien, parce que voilà, s'il y a à peu près un lecteur de comics sur 2 est une femme. C'est ça, c'est 49-51 en faveur des hommes. Et il faut pas oublier que c'est un micro-marché, donc du coup, il y a vraiment un petit public, il est temps qu'il s'agrandisse, quoi. Ouais, d'accord. Donc en effet, si le marché peut grandir soit par le public féminin ou autrement, enfin bon, bref, de toute façon, tout ça c'est positif. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a peu de leads féminins, et ça paraît normal juste de les représenter un peu plus par appât du gain, ou juste par honnêteté. Alors justement, je vais rebondir là-dessus. Toi, dès que tu parles d'appât du gain, Eric est là. Mais tout de suite, quoi. Non, justement, je vais rebondir sur le côté appât du gain. On en avait déjà un tout petit peu parlé quand on parlait du passage de Thor à Thor garçon à Thor femme. Est-ce que... Ah oui, je vous ai dit d'ailleurs que j'étais pas content de ce passage. Je l'ai écouté chez moi. J'ai écouté depuis les États-Unis, et je maugrais. Donc, non, en gros, voilà, est-ce que... Je vais reposer la même question, tu vas te vénérer. Est-ce qu'il faut considérer que quand il y a des grands changements comme ceci, est-ce que ce sont des coûts commerciaux? Est-ce que c'est mal de penser comme ça? Moi je pense, à partir du moment où tu mets des auteurs qui ont une vraie vision, par exemple dans le cas de Thor, on met Jason Aaron, qui est vraiment un mec qui a une vraie putain de vision sur Thor, et qui est vraiment bon dans ce qu'il fait. Je pense que c'est vraiment pas de l'opportunisme. Il le fait pour le scénar. Ah ouais, je pense complètement que Jason Aaron, il avait son plan. Tu penses pas que c'est Marvel qui a dit les femmes, non, moi je pense que c'est vraiment Jason Aaron. D'accord. Ou alors peut-être son éditeur, il a fait tiens, ce serait peut-être une idée, et qu'il a fait toute une histoire là-dessus. Ça me va tout aussi bien. En tout cas, c'est bien amené. Et oui, ça paraît naturel. Enfin, ça paraît naturel, et même ça assez coule dans jouissif, l'histoire, dans le scénario. En plus, on sait très bien que Thor va revenir dans 12 mois, quoi. Mais c'est vraiment. Donc le patriarcat est rassuré, quoi. En plus, il est même pas parti, puisqu'on le voit dans les comics Marvel. Il est juste, c'est le même, avec pas de pouvoir et une cape et torse nu tout le temps. Une sorte de loser, quoi. Voilà.
Genre beau gosse. Du coup, donc là c'est Jason Aaron qui s'occupe de Thor. On a vu, j'ai oublié le nom de l'auteur, je suis désolé, la femme qui s'occupe de l'écriture de Miss Marvel qui a été lancée à la fin de l'année dernière, je crois. Est-ce qu'il faut qu'un comics soit écrit par une femme pour qu'il soit plus honnête, pour qu'il soit plus véridique? Je connais des meufs qui te diraient quoi. Ce qui est mais sûr, en fait, dans le fond, je pense qu'on s'en fout. Dans Miss Marvel, ça transparaît parce que la scénariste met tout son cœur et toute son expérience dans le truc et du coup c'est profond, c'est réel et c'est poignant et on y croit. Et je pense qu'il y a toujours un petit avantage quand tu te sens proche du sujet pour l'écrire. Enfin, je veux dire, c'est comme Miyazaki quand il fait des films sur l'enfance parce qu'il se souvient de comment il était gamin et c'est pour ça que ça. Alors que moi par exemple j'ai jamais été enfant. Moi non plus. Non mais toi surtout tu t'en souviens pas, t'es un hipster. Tout le monde n'a pas été enfant. Et vous faites pas des films sur l'enfance, Adrien Larousaille. Ce que je veux dire, parlons-en. Ce que je veux dire, c'est que avec des enfants. Claremont, même s'il fait des comics très avec beaucoup de fans très très puissantes, il a quand même un angle très masculin quoi. Il y a toujours le syndrome de la damsel en détresse. Enfin il y a des choses récurrentes qui peuvent aujourd'hui énerver un certain public quoi. Mais Bad Girl, donc qui est écrit par un homme, si je ne me trompe pas. Mais dessiné par une fille. Voilà, mais c'est super bien écrit et on voit que c'est super bien maîtrisé quoi. Ah non, mais c'est peut-être écrit par du coup c'est peut-être écrit par un mec qui a une ado, tu vois, ou non mais c'est possible. Ouais, non mais j'imagine tout à fait un daron écrire ce truc là quoi. Mais un daron un peu. Ça c'est un autre problème. Pourquoi un mec ne pourrait plus beaux livres de l'humanité pourquoi est-ce qu'un mec pourrait sur pas une femme est écrit par un mec je pense à Belle du Seigneur. C'est ce qu'il vient de dire. Ouais non voilà en consommation pourquoi est-ce qu'un mec pourrait pas écrire sans qu'il soit marié, sans qu'il ait un enfant, sans qu'il ait un il pourrait très bien écrire. Eh bien pour demain tu m'écris Non mais je rien du tout, je veux travailler. Non mais voilà, c'est pas impossible. Par exemple toi Eric, toi en tant que noir, est-ce que tu penses mais je te pose la question. J'écoute. Est-ce que tu penses qu'il vaut mieux être un noir pour écrire un comics noir? Et je pense que Dwayne McDuffie par exemple écrivait des comics où il mettait en scène des noirs et lui-même était noir. En tout cas on peut voir que sur le Wonder Woman je parle au passé parce qu'il est décédé il y a pas longtemps. Oh PS. Bah voilà, vous m'avez prêté l'ambiance. Maintenant faut que je fasse. J'avais une super blague. Est-ce que tu penses que vraiment il faut être plus proche de son sujet pour Bah si toi tu es le public, c'est vrai que ça fait un peu bizarre que de savoir que c'est un Italien ou un machin qui a écrit un truc qui concerne toi. Ouais. En tout cas, sachez que pour Wonder Woman, laisse parler Daniel. Sachez que pour Wonder Woman, il y a 4 jours, on a su que DC n'avait approché aucune réalisatrice. Il y a que des réalisateurs dans la shortlist pour le moment pour Wonder Woman. Alors que Catherine Bigelow par exemple ce serait cool. Voilà, ouais, ça c'est un vrai auteur quoi. Par exemple en comics, après avoir fait 35 super numéros par l'équipe Azzarello et Cliff Young, maintenant il le redonne à comment il s'appelle déjà, cet horrible dessinateur, enfin genre il tout d'un coup il s'aborde le beau travail qu'ils avaient fait, il le donne celui à un autre de auteur. Non, il le file à David Finch. David. Okay. Oh non. Bah tu vois ce que je veux dire, c'est tiens, mais là, la boule noire, là. C'est-à-dire il va dessiner et écrire. Je crois qu'il coécrit je crois qu'il le coécrit avec sa femme, voilà. Et avec ses pieds. Ah ouais, c'est fini quoi. C'est terminé. Et oui, c'est fini. C'est ouf, mais c'est déjà la fin de l'émission. Waouh. Tu as le droit de mettre du jingle. Je me souviens plus du jingle, mais c'est pas grave. On peut le chanter si tu veux. C'est quoi déjà je sais pas, il est perdu, c'est pas grave. Bon alors, merci. Voilà, c'était pas loin. La 5e émission et c'était n'importe quoi. C'était n'importe quoi. C'était la 5e déjà. Oui, c'est 5e. Ah la vache. Oui, t'as pas participé beaucoup, mais c'est souvent n'importe quoi. Non, c'est pas la bonne feuille. C'est n'importe quoi, mais c'est la bonne foi. Avant de partir, il y a Ben qui est exaspéré, c'est tellement drôle là-bas. Je veux juste une petite recommandation avant de se quitter, pardon, qui nous a été faite par Kevin Donna, Black Paris World, quoi ça. C'est d'écouter un podcast de France Inter qui s'appelle Si l'Amérique m'était comptée. C'est l'émission du 11 octobre qui parle en fait des bandes dessinées américaines avec des interviews de Charles Burns et de Joe Sacco. C'est super intéressant, j'ai méga kiffé et vous devriez tous écouter en tant qu'auditeur de Comics Outcast, vous en apprendrez beaucoup. Voilà, Comics Outcast c'est une émission, mais c'est ouf, je peux pas faire un truc bien quoi. Comics Outcast. J'ai entendu dire que tu savais faire des trucs vachement bien. Comics Outcast c'est une émission produite par Radio Kawa et diffusée sur Synops Live. Vous pouvez nous réécouter sur la page de l'émission ou la télécharger sur radiokawa.com/ oh là là, Comics-Outcast. Retrouvez-nous sur Twitter, sur Facebook et sur Instagram. La prochaine émission
émission, pardon. Attention, ce sera dans 3 semaines. Il y a un truc chelou et Parce on que sera. Koh-Lanta a été déprogrammé par notre faute. Non mais Koh-Lanta, je sais même pas ce qui se passe, on s'en fout, c'est de la merde. Hey Koh-Lanta, ce sera le 28 novembre sur Synops Live dans sa première diffusion. Prochaine émission sur l'antenne de Synops Live, vous retrouverez les sondiers le dimanche. Lundi sur Radio JV, vous retrouverez le Player Club suivi de Passe le Stick. Et sur Radio Kawa, dès le mardi 11, ce sera Ta Gueule et Allo Central. Voilà, je vous dis à dans 3 semaines. Merci à tous. Merci. Bon, écoutez, avec plaisir. Bonsoir. Salut. Voilà, et à dans 3 semaines, à bientôt. Ciao. Ciao.